j'ai envie de vous emmener en voyage. Dans les profondeurs de votre puissance, car être sur Terre aujourd'hui est un cadeau. C'est une main qui se tend pour réintégrer votre divinité, pour connecter à votre vérité. Tous les miracles sont à notre portée aujourd'hui. La croissance et la conscience sont accessibles maintenant. Shift You, c'est un espace pour les visionnaires qui relie évolution et nature. Merci de votre écoute. Salut Gilles, Salut Armel, comment ça va? ça va très bien. Et toi? Ouais, super, merci beaucoup. Génial. Et voilà, on est en live avec Gilles. Bienvenue en tout cas Gilles. Merci beaucoup. Très heureuse d'avoir cet échange avec toi. Bah, également, c'est un pur bonheur. Ah super. Entre mission de maman et mission respective, on arrive à se retrouver à l'heure. Tout va bien. Bienvenue à Yes. tout le monde pour ce live, pour ce podcast, ce nouvel épisode. Bon, c'est marrant parce que tu vois, avant de se retrouver, je me disais, waouh, il y a plein de choses que j'ai envie de te demander. Tu as un parcours très atypique et en même temps, tu as fait tellement de choses, on a l'impression que tu as eu 1000 vies. Et du coup, je sais qu'on a un sujet qui est un petit peu centré, mais à partir de ce sujet, on va pouvoir aller vers plein de domaines, plein de choses. Je pense que c'est un petit peu comme ça que tu fonctionnes aussi. Tu as l'air de, voilà, d'avoir un esprit vraiment en arborescence et d'être dans plein de choses différentes. Donc c'est super, on va se laisser porter. Et c'est toi aussi qui me parlais de flow quand on a échangé. Donc laissons-nous porter par ce flow. Avec grand plaisir. Super. Alors aujourd'hui, notre axe était la spiritualité comme vecteur de contribution collective, ce qui est pour moi aussi très marqueur de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On est dans une grande ouverture à plein de niveaux. Ces 4-5 dernières années ont été assez challengeantes, je crois, au niveau spirituel pour beaucoup d'entre nous. Et du coup, par ce challenge, on arrive aussi à tout un état de réflexion et de conscience sur la société je crois qu'on n'avait pas avant. Donc finalement, il y a quelque chose de très positif dans cette espèce de contraction aussi qu'on vit socialement. Je ne sais pas quel est ton regard là-dessus, on va sans doute en parler, mais avant tout, en quelques mots, je voulais te présenter avant que bien sûr tu puisses aussi nous parler toi-même de ton parcours. Tu as fait plein de choses différentes. Il y a cette connexion avec le monde aquatique, les dauphins, la baleine qui est venue dans ta vie. Il y a eu beaucoup de voyages, j'ai cru comprendre Hawaï, le Kenya, la Réunion. Il y a le travail du quantique qui nous relie aussi. Il y a tout ton cheminement personnel d'accompagnant, de coach, etc. Donc il y a tout un tas de choses. Peut-être que voilà, ma question ce serait quel a été le point de départ, s'il y en a un vraiment que tu arrives à marquer dans ton parcours d'éveil, parce que j'ai l'impression que ça a été très tôt dans ta vie, quand tu étais enfant, c'est ce que tu expliques aussi. Est-ce que tu pourrais, voilà, peut-être parler de quelque chose qui aurait lancé cette grande quête dans laquelle tu es depuis toutes ces années? Ouais, bien sûr. Je vais essayer d'être synthétique parce que sinon on est parti pour 3 heures. Ouais, on Mais essaye. pour faire court, moi je suis né avec les sens ouverts, en tout cas aussi loin que mes souvenirs me ramènent. C'est des perceptions et c'est un contact aussi naturel qu'avec des humains, mais avec l'autre monde, avec l'invisible, avec le subtil, avec différentes formes de conscience. Et avec le recul, je dirais aujourd'hui, il m'a peut-être fallu 44 ans pour pouvoir le positionner comme ça. Mais je crois que finalement, ce que je prenais pour des aptitudes naturelles et innées depuis ma naissance sont peut-être le résultat aussi de ce qu'on peut regarder aujourd'hui avec toutes les thérapies informées trauma, comme plutôt des dissociations traumatiques qui font que je trouvais refuge dans le subtil et que c'était la zone certainement qui était la plus sécure, la moins certainement oui, la moins dangereuse et donc du coup j'ai développé ces aptitudes là dans un endroit refuge en fait et j'ai passé toute une première partie de ma vie à trouver
un émerveillement et une vraie passion et un engouement pour tout ce que je découvrais à ce niveau subtil, et à la fois avec une difficulté à arriver à déjà comprendre que tout le monde ne fonctionnait pas de la même manière, et puis arriver à trouver un ancrage dans la vie humaine, sociale, etc., et à trouver ma place finalement, à me construire aussi en tant qu'humain, en tant qu'homme, avec une hypersensibilité, avec des connexions et avec des accès à des plans de conscience qui faisaient que je comprenais pas toujours pourquoi on fonctionnait comme ça ici. Et donc ça a été les premiers pans, et j'ai pas mal alterné entre d'un côté la vie lambda entre guillemets, où j'essayais de trouver de la structure, du cadre, donc avec un parcours juridique notamment, et vu que je me suis formé en droit et en criminologie, et puis de notre côté toute cette vie un peu plus secrète où je faisais des soins, je faisais de la voyance, je faisais énormément de choses. Et j'ai touché voilà, beaucoup de choses comme si c'était un parcours initiatique. Et c'est en 2007, après, si je saute pas mal d'étapes, que je suis arrivé à la rencontre avec les dauphins, puis avec les baleines qui m'ont littéralement appelé. J'avais pas, moi, un engouement, en tout cas, je me souvenais pas avoir cette connexion-là. Et c'est venu me chercher tellement fort que je suis parti à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Calédonie, dans un premier temps, à leur rencontre, parce qu'ils m'y avaient invité. Et ça a été le début d'une aventure dingue qui continue jusqu'à ce jour, vu que je suis devenu un peu un dauphin déguisé en homme et un ambassadeur entre les énergies aquatiques, comme tu le disais, et les humains, pour leur permettre de se reconnecter à cette quintessence-là, en organisant des voyages, en faisant des stages, des formations, etc., autour de ces énergies. Waouh. C'est super intéressant ton parcours. Il y a tellement de choses, comme je te disais, c'est vraiment cette sensation que tu as eu plein de vies différentes, mais je pense voilà, comme nous tous à à plein de niveaux. Et c'est super intéressant ce que tu expliques sur cette dissociation et cette transcendance qu'on peut faire finalement à plein de moments de notre vie, lorsqu'on vit des choses éventuellement traumatiques, des chocs, etc. Et c'est fou parce que tu vois, j'avais justement cette même discussion encore hier où je parlais de finalement de cette capacité aussi à voir les traumas, à voir les éventuels chocs qu'on a vécus dans nos vies comme comme des accélérateurs de conscience. Et comme finalement, oui, il y a l'aspect humain, traumatique, difficile, challengeant, etc. Tout ce qui peut nous rendre vraiment fragiles aussi. Et puis, en même temps, quand on prend de la hauteur, de la perspective, qu'on replace de la conscience là-dessus, on peut finalement porter un autre regard sur la dissociation et se rendre compte qu'en fait, la dissociation est une manière de franchir les mondes, franchir les dimensions et d'aller finalement d'aller observer ce grand champ quantique de manière beaucoup plus simple avec cette fluidité qu'on connaît parce que sans le savoir, quand on était enfant, on a fait preuve de cette résilience, de cette ultra-résilience pour peut-être vivre aussi, traverser un moment douloureux, bien sûr, mais en même temps qui nous façonne aussi dans le reste de notre vie pour voilà, cette connexion qu'on peut avoir avec le multidimensionnel et surtout peut-être que tu es aussi passé par là, réaliser qu'en fait, il y a cette unité au-delà de la multidimension. On réalise qu'on fait un avec ce grand tout et on fait chacun et chacune des cheminements différents. Mais c'est vrai que j'aime bien que tu parles de cette transcendance de la dissociation parce que ça me paraît aussi essentiel de mettre un autre regard sur le trauma de manière générale. Peut-être que ça peut aussi aider beaucoup de personnes à mettre un autre regard sur la difficulté de certaines choses qu'ils vivent et puis d'aller vers la transcendance. Tu vois, je pense que c'est aussi ce que j'ai envie de te demander, ce que c'est pour toi ce terme de transcendance, mais pour moi ça a vraiment un sens énorme dans notre chemin spirituel collectif et individuel. Il y a toujours une notion de transcendance qui arrive à un moment ou à un autre dans notre vie. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis d'accord, et j'ai envie de dire que mais ça commence par déjà accepter d'avoir eu mal, parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans la spiritualité en voulant ne voir que la lumière et en étant encore dans l'évitement de leur souffrance, et je crois que sans que la souffrance ou la victime soit identitaire, effectivement à l'intérieur de soi, ça passe quand même par l'étape d'accepter ses parts d'ombre, d'accepter ses parts souffrantes, d'accepter ses parts traumatisées. Et finalement, la transcendance et la résilience vient du fait de naître effectivement à un espace plus large qui nous dépasse et qui est en capacité d'être
un bon parent pour toutes ces autres parts. Et effectivement, ensuite, il y a le plan de l'âme où on peut voir pourquoi on a choisi de fixer aussi ces défis sur notre mandat d'incarnation et de voir que ça a du sens et qu'effectivement, il y a toujours des potentiels derrière, il y a toujours des accélérateurs, comme tu le disais, des possibilités d'accéder à des espaces de conscience amplifiés. Mais sans faire fi, j'ai envie de dire, de la dimension humaine, parce que parfois on peut être dans le déni de cette dimension plus émotionnelle. Et je crois que une part intégrale et incarnée de la spiritualité nous invite à embrasser tout ce qu'on est, ne pas faire fi de tout ce qu'on est au-delà de ce corps, au-delà de cette conscience ordinaire, et à la fois ne pas faire fi non plus de cette dimension ici, de nos émotions, de nos douleurs, et de pouvoir se réconcilier aussi avec cet espace, d'ailleurs sans forcément essayer de les guérir, parce que là aussi on peut être dans un évitement ou un rejet en voulant tout guérir ou se dire j'ai tout transcendé, mais peut-être accepter de vivre avec, accepter d'être perméable pour eux et même vulnérable, et que c'est peut-être là justement une de nos plus grandes magies, c'est de pouvoir se laisser toucher. Ouais, c'est vrai, je te rejoins beaucoup là-dessus. Il y a évidemment pour moi, tu vois, la façon dont maintenant j'aborde tout ce qui peut être attrait à notre identité, que ce soit les émotions, les sensations, les croyances, les conditionnements, tout ça qui fait partie de notre identité, puisque l'identité, foncièrement, c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas figer, qui va au-delà pour moi de la vérité de conscience, qui est bien au-delà, qu'on peut appeler Dieu, la source. Voilà, c'est des choses qui sont finalement dans cet aspect inaltérable. Et tout autour, il y a la mouvance de nos vies, de ce qu'on traverse, des expériences, des traumas, des choses agréables, moins agréables, et de tout ce qui va bouger autour de nous sans jamais se fixer. Et effectivement, il y a d'une part, tu vois, traverser, accueillir ce qui est, être OK, il y a cette émotion qui arrive, cette chose que je ressens, qu'il faut que je vois pour une quelconque raison. Je dois en tout cas passer par ce chemin-là, par ce portail-là, pour peut-être aller plus loin, aller au-delà. Mais c'est effectivement des étapes. Et j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est ça, c'est que on ne peut pas brûler les étapes, en fait. Je sais pas si, en tout cas, oui, on peut pas brûler les étapes. Après, c'est pas forcément une question linéaire de temps, en tout cas, Ouais, ouais. parce que le temps est très élastique à ce niveau-là, il est très relatif, mais en tout cas, c'est effectivement, je crois, commencer par reconnaître sa douleur pour pouvoir embrasser sa grandeur, en fait, et embrasser aussi sa petitesse, pour embrasser sa grandeur et embrasser son impuissance, pour embrasser sa puissance et embrasser son ombre, pour embrasser sa lumière. Je crois que parfois on a une vision de l'unité qui voudrait que on s'élève au-dessus, mais en réalité, pour moi en tout cas, vibrer l'unité, c'est réintégrer la dualité. Et donc du coup être quitte avec tous les aspects de soi et toucher à cet amour véritable dont on parle tant, mais qui est bien souvent galvaudé. Et à mon sens, cet amour, c'est être en paix avec tout ce qui est en nous, y compris ce qu'on aurait préféré ne pas porter, ce qui a pu nous arriver, mais aussi ce qu'on pourrait être tenté de ne pas aimer, de contrecarrer à l'intérieur de soi, et finalement avec lequel on se met en paix. Ok, j'aurais préféré que ce soit pas là, mais finalement c'est là, Ouais. et je suis ok avec. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'on revient à cette notion de temps, puisque le temps, d'un point de vue quantique, comme tu dis, est élastique. Le temps finalement n'existe foncièrement pas du point de vue suprême. C'est juste voilà, un ensemble de dimensions, un enchevêtrement de dimensions qui nous permettent d'expérimenter des choses à un moment donné. Et finalement, on peut aussi se dire que si le temps est suffisamment élastique, bah, je peux traverser quelque chose et ça peut ne plus exister demain. Et finalement, on passe à une autre étape dans le sens non linéaire en tout cas. On passe à autre chose parce que bah on voit ce qu'il y a à voir au moment où ça nous est donné et puis on lâche prise. Pour moi, il y a aussi cette importance du non-attachement aux choses, aux expériences et de traverser, d'aller dans le flow, comme tu disais. Ouais, et je dirais même de se laisser traverser par ça. Mm. Parce il y a le fait de le traverser avec une forme d'émissivité, et puis il y a le fait d'être traversé par ça, et Mm. puis tu as des dimensions, et j'ai envie de rajouter aux dimensions les lignes temporelles, justement, qui sont foncièrement quantiques et qui sont tout ce Mm. champ de potentiel. Et tu disais, ben, ça a pu exister, puis l'instant d'après, ça n'existe Mm. plus. À la lumière des lignes temporelles, on pourrait même se dire que l'instant d'après, ça n'a plus jamais existé. Et c'est ça qui est Ouais. magnifique, c'est-à-dire qu'on n'est plus forcément en train de guérir quelque chose ou de se mettre en paix avec quelque chose, mais on est en train sans cesse de réécrire l'histoire
et c'est pas une rature ou c'est pas un déni, mais comme on arrive à une pratique du temps radial qui n'est plus du tout Mm. linéaire, qui est vécu profondément dans le présent, réimpacte tous les présents concomitants, donc tous les passés, et les futurs concomitants. Et donc du coup, oui, l'histoire même, depuis notre naissance jusqu'à notre éternité et notre infinitude, est sans cesse en reparamétrage à la lumière de ces champs de potentiel infini. Et ça dépend de Ouais. où on pose le regard et de sur quoi on canalise. Et hop, tout se réécrit et tout danse et tout se reparamètre de manière fractale. Et c'est ça qui est magique, c'est que on peut créer des enfers avec des conséquences réelles, Ouais. et puis l'instant d'après, complètement dénouer tout ça et faire une autre recette avec les mêmes ingrédients et construire un royaume ou un Ouais. paradis et puis s'en détacher l'instant d'après et vivre une autre expérience encore et tout est vrai et rien ne l'est. Ouais, c'est ça le grand paradoxe du champ quantique dont on va parler. C'est vrai que si d'une part le temps et l'espace sont élastiques, n'existent fondamentalement pas, on peut effectivement tout écrire depuis un présent éternel qui ne se situe même pas sur notre présent terrestre, puisqu'on est déjà en train de vivre quelque chose de très relatif. Et puis dans ces grandes lois aussi de l'observant qui crée l'observé, de tous ces paramètres qui sont à prendre en compte pour réaliser qu'en fait on est beaucoup plus que ce qu'on pense, qu'on est beaucoup plus que ce qu'on voit, qu'on n'est certainement pas coincé dans une émotion ou dans un paramétrage, voilà, qu'on peut observer dans ce temps, ici, et qu'on peut aller bien au-delà. Et justement, ça c'est la magie de cette utilisation du champ quantique qui est là, qui est avec nous, qui travaille avec nous, que nous sommes aussi, puisque tout est unité. Et dans cette optique-là, toi, quelle a été ta rencontre avec le quantique? Comment tu as réalisé toutes ces choses-là et comment tu es tombé dans cette marmite-là? Ben, c'est les dauphins. C'est les Ça, dauphins qui c'est m'ont amené à d'accord. ça. Et les dauphins, ils m'ont énormément enseigné pendant 20 ans. Et en fait, j'ai reçu aucun enseignement extérieur, en fait. Mm. Je suis pas allé me former, j'ai pas lu, ou très peu. Et finalement, c'est à leur contact, vraiment dans quelque chose de très pratique, et puis dans la guidance que je recevais, qu'ils m'ont progressivement initié à toutes ces données, Génial. jusqu'à ce que lors de stages, j'ai des scientifiques qui étaient des thésards en physique, etc., et qui me disent mais tu sais que ce que tu dis avec tes mots, en fait, c'est telle théorie ou c'est telle loi, et donc en fait, je te reçois vraiment bien et j'arrive à traduire et à transposer. Et donc c'est hyper intéressant. Et ils m'ont permis de m'ouvrir, moi qui étais persuadé d'être allergique aux mathématiques, à la science. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était un langage commun et qu'il y avait juste des concepts différents. Et progressivement, ben, j'ai été fasciné par cela et j'ai trouvé magique d'ailleurs le monde du quantique. Et c'est vraiment ces fréquences-là, des dauphins, des baleines, des raies également, qui m'ont vraiment mis sur ces rails. Et ensuite, c'est vraiment en recevant les tableaux et les vidéos vibratoires que j'ai encore plus expérimenté ces états modifiés de conscience, où je suis allé chercher toutes les fréquences sans avoir besoin de substance, en me branchant à l'esprit des Ouais. plantes, à l'esprit des champignons, à l'esprit de plein de fréquences qu'on ne nomme pas forcément sur ce plan humain, et en pouvant dépasser les concepts et rentrer vraiment au niveau de la fréquence, du son et puis de l'information vibratoire, et sans forcément avoir de décorum. Et à ce moment-là, ben, j'ai vécu environ 5 ou 6 ans d'une sorte de retraite intérieure où il ne se vivait que ça en fait à l'intérieur de moi, comme s'il fallait que je remplisse complètement ce référentiel et ce corps, cette matrice de ces données pour mieux le retransmettre. Et ça a été très empirique, très pragmatique au final, parce que dans le vécu corporel, dans le vécu euh, vraiment incarné, jusqu'à ce que je puisse avoir une certaine maturité pour le retransmettre. Mm. Ouais, c'est magique parce que finalement, on se rend compte que quand on est auprès du vivant, on trouve des réponses partout et que c'est comme si on recréait de nouveau ce puzzle parfait voilà, de la connaissance et que finalement, on a tous accès en fait à cette connaissance. On peut y avoir accès comme toi par la nature, les dauphins, les plantes, etc. Mais finalement, tout est disponible à qui a envie de voir, à qui a envie d'entendre, à qui sait s'ouvrir à tout ça ou veut s'ouvrir à tout ça. Et
c'est finalement assez magique. La vie devient assez magique quand on vit de cette manière, en fait. Oui, je crois que finalement, on vit comme ça quand on est, Mm. et puis on désapprend ça, et finalement, il est ensuite question de déconstruire tout ce qu'on a construit pour avoir une consistance, pour exister en tant qu'être individualisé. C'est retrouver notre véritable nature qui est en connexion avec ce vivant, qui est en communion, et qui naturellement vibre à l'unisson avec tout ce qui est, et qui est dans cette intrication-là avec Mm. toute forme de vie, effectivement, et c'est renouer avec cette nature et ne plus vouloir être quelqu'un d'autre. Ouais. Et quand tu dis, du coup, quand tu parles de ta connexion avec les dauphins ou même avec les baleines, comment ça s'est fait en fait? Comment ça s'est matérialisé en soi? Alors les dauphins, c'est très simple, j'ai un esprit assez retors, donc en fait ça a été un message en mode disque rayé pendant près de 6 mois, Ouais. où tous les jours ça me disait qu'il fallait que j'aille en Nouvelle-Calédonie nager avec des dauphins, qu'ils avaient des messages à me délivrer. Et donc bon, on m'aurait dit au pôle Nord, peut-être que j'aurais réfléchi à 2 fois, mais là je me suis dit c'est plus tard. J'ai pris, bon, j'ai attendu un peu parce que les billets n'étaient pas donnés, mais bon, je me suis dit, bon, allez, quand même, on va y aller. De toute façon, au pire, il n'y a pas de dauphin et c'est juste une excuse que tu te donnes pour aller vivre une super aventure. Et c'est Ouais. exactement ce que j'ai fait. Donc, je suis parti là-bas, les choses se sont mises vraiment sur des rails pareils. Et sauf que là-bas, ça s'est pas du tout passé comme prévu. J'ai pas rencontré les dauphins tels que je pensais les rencontrer. J'ai vécu plutôt une expérience chamanique très forte dès mon 3e jour d'arrivée et qui m'a conduit à une chute Oui, c'est ce après une que j'ai cru comprendre, ouais. Mm. voilà, avec une fracture du bras avec déplacement, Ah, hospitalisé, opéré sur place. Euh, du coup, j'ai vu les dauphins de très loin, mais une énergie a intégré mon bras et m'a intégré littéralement comme s'il y avait une sorte d'adombrement. Et puis ensuite, j'ai un peu oublié ça. Il y avait une grande détente, un grand lâcher prise, mais j'ai repris ma vie après 1 mois et quelques là-bas. Et 2 ans jour pour jour après cette chute, cette initiation et cette chute, j'ai été réveillé en pleine nuit et j'ai commencé à canaliser un enseignement, un oracle, un livre, des élixirs. Et j'ai été amené à faire des conférences et à parcourir le monde pour transmettre cet enseignement. ouais, génial. Et finalement, tu es retourné après au plus près des dauphins, faire peut-être ce que tu n'avais pas pu faire avec cet accident et tu as ressenti quelque chose d'assez fort aussi physiquement du coup? Ouais, alors il y a eu encore des étapes entre parce que Mm. les moments où j'ai voulu y aller ensuite en me disant bon, maintenant il me manque de les rencontrer sur le plan Mm. physique, je les avais vus mais j'avais pas communié avec eux dans l'eau. À chaque fois que j'arrivais, ils étaient là l'instant d'avant et puis ils étaient plus là, donc ils m'ont fait visiter le rejet, l'abandon, Mm. l'indignité, toutes ces données-là jusqu'à ce que je reçoive ce message de t'as l'impression encore qu'il te manque quelque chose et tant que tu nourriras l'espace du manque, nous ne serons pas au rendez-vous parce que tu dois nous rencontrer en étant déjà plein de ta présence, Mm. de notre présence. Et au moment où j'ai vraiment contacté ça de l'intérieur et que c'était plus un concept, que c'était plus une théorie, mais que c'était quelque chose de pleinement vécu, à partir de ce jour-là, n'importe où j'étais, au bord de la mer, ils venaient, même dans des endroits improbables. Je pouvais être à Barcelone avec des amis en train de manger en bord de mer et les dauphins Waouh, arrivaient. Et, euh, super. et depuis, ce lien est là et j'ai de moins en moins besoin même d'être à leur côté tellement je suis toujours à leur côté en réalité et ils sont toujours à côté de moi donc Ouais. c'est quelque chose de très très fort, on ne se quitte pas, on continue de baigner ensemble. Est-ce que tu penses que tout le monde peut avoir ce lien avec les dauphins? Bien sûr, je pense que tout le monde peut avoir ce lien-là. Après, on a des tonalités, tous qui sont différentes, mais on peut tous avoir ce lien-là. Il n'y a pas de capacité. Et puis, j'aime rappeler que au-delà du rôle que j'ai choisi de jouer et de cette connexion-là et de cette fonction, je crois aussi que j'étais peut-être à cet endroit la personne qui avait le plus besoin aussi de cette énergie à ce Ouais, moment-là. ouais. Moi qui me croyais joyeux, moi qui me croyais optimiste, moi qui me croyais voilà, ouvert, spontané, authentique, etc. Ce n'était rien comparé à ce que j'ai connecté à leur contact en fait. Ils m'ont ramené d'une certaine manière à la vie et je Mm. crois que j'en avais besoin sans même m'en rendre compte. Et, euh, et donc, bien évidemment, ensuite, j'ai servi cette énergie et je continue de la servir et de la transmettre. Mais rien n'est jamais au hasard. C'était avant tout aussi pour moi, dans ma propre consistance. Et j'avais moi-même besoin de croire que c'était pour servir, Ouais. pour pouvoir m'accorder de me l'offrir. Et c'est ça aussi toute la beauté
toute la poésie de la vie. C'est que parfois on est déjà arrivé sur ce qu'on aura à donner, mais en fait on a besoin que ça ait un rôle à jouer pour pouvoir s'offrir de le vivre déjà pour soi. Ouais, ça a été quelque chose, ça a été un catalyseur qui t'a permis d'enclencher quelque chose, d'enclencher en tout cas les actions pour aller à la rencontre des dauphins et finalement réaliser que c'était toi voilà, tu te servais toi avant toute chose. Et finalement, quand on se sert soi-même, on sert aussi bien sûr et bien entendu les autres. C'est le cercle vertueux de la vie, en tout cas quand on est en conscience. Euh, et c'est assez magique. C'est marrant parce que tu parles beaucoup de tonalité, tu parles beaucoup de son, tu fais beaucoup de métaphores autour de ça. Tu as aussi cette phrase accélérateur de particules. Donc, tu es vraiment, voilà, mais tu es très connecté au son. Et tu dis que chaque personne est une tonalité et qu'on a besoin de la tonalité de chaque personne sur Terre. Ouais, c'est vrai que ce que les dauphins m'ont aussi permis de concevoir, de capter et de vibrer, c'est que finalement, ce qui nous oppose, c'est les concepts. En fait, tant qu'on est dans les concepts, on peut se dire c'est positif ou c'est négatif, ça me plaît ou ça me plaît pas, j'y crois ou j'y crois pas. Alors que quand on remonte dans justement les niveaux d'abstraction, on va retrouver à ce qu'on pourrait appeler le niveau source, on va retrouver la lumière, les couleurs et le son. Et la première traduction, c'est le son. Et puis ensuite, il va y avoir les longueurs d'onde, les vitesses. Et donc, on va avoir les couleurs et puis les formes. Et à ce moment-là, on se dit pas, une couleur, elle est positive ou négative, une forme, elle est positive ou négative, ou un son positif ou négatif. Et on sait que étymologiquement, traduire et trahir, c'est la même racine étymologique. Et donc, à chaque degré de traduction, plus on descend vers le concept, plus on essaie de comprendre, plus on analyse, plus il y a de la déperdition par rapport à la fréquence de base. Et donc, j'ai fait ce travail de détachement des concepts, moi qui pourtant aime réfléchir, etc., pour arriver vraiment dans ces étapes où avec le son, avec la forme géométrique, avec les couleurs, j'en arrivais à la vibration et à la fréquence, à l'onde, et donc de se dire qu'on pouvait trouver Marie, on pouvait trouver ceci ou cela, qui ne sont que des portes d'entrée d'une fréquence et d'une énergie, et que finalement tout le monde serait d'accord de manière unanime si on en arrivait au cœur du cœur, qui n'a pas une forme particulière ou un concept ou une tradition ou une culture particulière. Et donc j'essaie, au travers de mes toiles, au travers de mes vidéos, de permettre aux gens de dépasser les a priori justement conceptuels ou culturels, et d'arriver au cœur du cœur de quelque chose qui ne porte pas une interprétation ou une connotation particulière, mais d'arriver à cet espace qui justement nous permet de retrouver une forme d'universalité. Ouais, ouais. C'est finalement retrouver une forme d'universalité, de neutralité aussi, de ne pas être dans le jugement de la forme, mais plutôt de s'intéresser à tout ce qui est par essence, point. Et il n'y a rien à juger de chaque forme, de chaque couleur, de chaque vibration. Tout a son rôle, tout a sa place finalement dans des dimensions où le temps et l'espace ont une importance en tout cas. Et puis quand on va au-delà, on arrive finalement dans ce que tu dis, tu parles de ce non-jugement et on retrouve finalement le sens au-delà de l'apparence. Il y a quelque chose qui va au-delà de l'illusion en fait. C'est ça, et puis ce souvenir, j'ai croisé tellement de personnes qui pensaient que, mais y compris avec un symbole, pas forcément avec une icône, euh, qui pensaient que le symbole était l'énergie, alors que le symbole va être le portail qui mène à une énergie. Et, et pareil, si on pense à Allah ou à un maître, ou finalement, c'est un vecteur d'attention et d'identification pour ensuite contacter une fréquence qui dépasse, un état de conscience qui dépasse l'individu ou l'archétype. Et ça me paraissait important de pouvoir me ramener, mais ramener aussi les personnes à cet espace de ce n'est pas tant ce sur qui je projette l'image de sagesse ou d'éveil, mais c'est finalement là aussi une fréquence à laquelle tout un chacun peut se connecter. Et donc si on parle de Jésus ou si on parle de la fréquence je suis, c'est pas la même chose. Et donc du coup, je suis, tout le monde peut le vibrer. Alors que si on le personnifie d'une certaine manière, alors on va se dire ah, cet être était particulier, mais moi je ne suis pas cela. Alors que si on le voit comme une conscience, chacun peut décider de se câbler sur cette fréquence-là et de la vivre, chacun avec sa note, avec sa coloration, avec son expérience, mais tout le monde peut
connecter, un peu comme si c'était un réseau, un cloud sur lequel on allait se connecter oui, se brancher son débit dessus, quoi, finalement. Ouais, complètement. Complètement. Ça nous évite finalement d'avoir des attachements mentaux sur des choses qui devraient être libres, libres de sens, libres d'interprétation. Effectivement, tu parles de Jésus, il y a quelque chose qui est hyper intéressant là-dessus parce que comme Jésus a été pleinement ici sur Terre, qu'il a vécu aussi tout un tas de choses et qu'il a partagé toutes ce qu'on pourrait, toutes les choses de l'humanité, à savoir des émotions, des sensations, des expériences physiques humaines. Effectivement, qu'il y a quelque chose à la fois qui nous rapproche de lui et aussi qui peut nous venir altérer notre jugement et venir peut-être nous faire sortir de quelque chose qui serait plus neutre, plus universel, plus grand, mais qui, tu vois, moi pour le coup, je suis très proche de l'énergie de Jésus et j'en parle, mais je suis consciente que c'est au travers de la conscience christique ou de la conscience, tu vois, suprême qu'on peut vraiment avoir un regard neutre sur ce qui se passe et vraiment être détaché de tout jugement humain, mental, etc. Jésus n'est que finalement qu'un messager, qu'une porte qui nous permet de comprendre tout un tas de choses, un archétype aussi de ce qu'on peut vivre en tant qu'être humain sur Terre pour pouvoir aller vers autre chose. Tu vois, c'est toujours pour moi la façon dont je le vois aujourd'hui, que ce soit à travers les dauphins, les baleines, etc. C'est toujours des moyens de transcendance, des moyens d'aller vraiment trouver le sens, trouver la vérité, trouver vraiment ce qu'il y a au-delà du miroir en fait. Complètement. Et aujourd'hui, tu dirais que tous ces outils que tu utilises toi personnellement, comment ils peuvent contribuer, je dirais collectivement? Comment tu sens que peut-être on en parlera après, mais ta vision de la société à venir et de comment les choses vont bouger, et comment ces outils finalement nous permettent d'aller au-delà justement, d'aller au-delà des formes, d'aller au-delà des concepts, d'aller au-delà des jugements. En quoi ça peut vraiment nous aider au quotidien? Moi, j'ai mis, en fait, maintenant, je consacre ma vie avec des programmes d'accompagnement, justement, que j'ai dédiés aux personnes dans leur maîtrise, en fait, et où je leur dis, OK, c'est bien d'être intéressé par la spiritualité parce que c'est devenu une super mode. C'est bien de s'intéresser au développement personnel parce que maintenant, il y en a plein les librairies et que c'est devenu mainstream d'aller faire de la méditation, du yoga ou des stages ou des petits séminaires de jeunes ou de nutrition. C'est super, très bien. Mais à un moment donné, à quel moment on s'engage vraiment? À quel moment on sort du hobby? À quel moment on sort du passe-temps? Et si vous êtes les maîtres que vous réclamez être, à un moment donné, quel est votre rêve? Quelle est votre mission pour votre vision du monde? Qu'est-ce que vous pensez avoir à offrir? Et est-ce que vous vous mettez réellement en marche? Et donc, depuis une paire d'années maintenant, moi, je dédie ma vie à accompagner les personnes qui se sentent prêtes, même si elles ont elles ont la foi et elles ont les fois. Mais voilà, qu'elles se disent, ok, je sais pas si j'y arriverai, mais peu importe si j'y arrive ou pas, je vais tout faire pour contribuer parfois avec une vision très claire, parfois sans savoir ce que j'ai à offrir, mais en décidant de m'offrir complètement. Et donc, du coup, aussi de ne plus entraver au travers de mes réticences, de mes blocages, de mes conditionnements, donc accéder à un espace où je fais un travail intérieur pour me retrouver vraiment dans mon unicité originelle, et à la fois où j'assois ma souveraineté, je construis un temple, des fondations et des piliers qui sont suffisamment solides pour pouvoir accepter de déployer large et j'accède aussi à l'éveil de mes potentiels. Et donc du coup, à aujourd'hui, je soutiens que ce soit dans des programmes spécifiques de one-to-one ou dans nos programmes comme Morpheus, j'accompagne des personnes qui veulent travailler à la politique de demain, comme des gens qui travaillent à l'architecture de demain, comme des artistes aussi, comme des personnes qui sont dans la thérapie ou dans l'enseignement. Et finalement, c'est dans tous les domaines de la vie et pas simplement dans une vision et avec des visions qui sont parfois très spécifiques ou très éloignées de la mienne. Mais peu importe. D'ailleurs, ce qui est important, c'est que chacun vibre complètement et soit traversé et soit en communion et se révèle et soit très solaire dans ce qui le touche.
et pour jouer sa note en fait, même si sa note Ouais. n'est pas la mienne. Et ma contribution, c'est de les accompagner, de les challenger aussi, d'aller voir tous les recoins, tous les endroits où il y a encore du bullshit, tous les endroits où on se ment. Moi, je crois beaucoup à ça. Parfois, on a l'impression qu'il faut marcher tous le même chemin, qu'il faudrait qu'on soit tous d'accord sur une vision du monde. Moi, je crois que l'unité, elle passe par la diversité, elle passe par la complémentarité, par le fait que chacun joue son rôle et sa note dans des Ça directions note, très ouais. différentes, qui peuvent nous paraître opposées, mais qui ne le sont pas. Et on a eu besoin de juger ou de condamner des personnes comme étant des pollueurs, des personnes comme étant des manipulateurs, des personnes comme étant des personnes essayant de garder le pouvoir ou violant la terre au nom de l'économie et de la richesse, etc., etc. Mais tout ça n'était que ce qu'on ne voulait pas voir en nous. Donc tant qu'on ne veut être que la lumière, on va être obligé de projeter à l'extérieur. Et quand tout d'un coup on reprend la responsabilité des choses et que on est sur le devant de la scène et qu'on n'est plus soit le contre-pouvoir, soit celui qui se contente d'être chez lui en train de critiquer, mais qui ne se donne pas les moyens de prendre une place et de s'engager et d'essayer, bah, c'est du bullshit. Et donc, du coup, j'encourage toutes ces personnes qui sentent qu'elles ont à contribuer, qu'elles ont cet appel, que ça pousse dans le ventre à y aller. Et je crois que la spiritualité de demain, c'est aussi celle-là, c'est celle qui rejoint l'ancestral. Auparavant, le temporel et le spirituel n'étaient pas séparés. Et toutes les personnes qui étaient sorciers de tribu ou papes ou sorciers ou sorcières, etc., et avaient aussi une place dans la vie de société. Et aujourd'hui, on a eu une phase de la spiritualité qui voulait se retirer de la société, qui était dans un jugement de la société, ce qui prouve qu'il n'y avait pas d'unité ni de réelle sagesse derrière, mais plutôt une position de repli qui était aussi liée à des blessures. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui ont fait ce cheminement, et même s'il n'est pas fini, mais il ne le sera jamais, il faut arrêter d'attendre, peuvent décider de se mettre en chemin. Et à mon sens, c'est comme ça que le monde il bouge, c'est comme ça qu'il évolue et c'est comme ça qu'il se rejoint aussi. C'est parce qu'on accepte de se mettre en chemin et qu'on ne se pose plus la question de savoir qui suis-je moi pour, est-ce que je vais y arriver, mais finalement, à la manière du colibri, chacun fait sa part sans réserve. On y va et on arrête d'avoir les jugements intérieurs qui nous font procrastiner, qui nous font abandonner avant même d'avoir essayé, qui nous font avorter. Et j'utilise ce mot à dessein avec cette liberté marquée dans la Constitution française aujourd'hui, de se dire on a le droit d'avorter, certes, mais on a ce droit nous donne autant le droit de nous engager. Et s'engager réellement et se rendre compte que euh, parfois on était plein de croyances, mais finalement on n'avait pas tant de foi que ça. C'est aussi parfois reconnaître ça. Et c'est aussi comme ça qu'on rend service au monde, parfois juste en sortant d'un gros mensonge qu'on s'était fait, de toutes les histoires qu'on s'était racontées, parfois se dire ben, j'ai voulu me faire kiffer ou j'ai voulu me croire ailleurs que ce que j'étais, et c'est ok. Et le simple fait de le reconnaître, eh bien, rend service au monde aussi. Et puis tu le disais, Ouais. en osant aussi se remettre au centre, se nourrir soi-même et pas vouloir que donner à Pierre, Paul ou Jacques comme si on était des êtres totalement désintéressés. Et bien souvent, derrière toutes les postures de bienveillance et de désintérêt, se cache le pire orgueil, l'ego spirituel le plus fort. Et donc, du coup, c'est aussi aller creuser ces données-là pour redescendre un peu et retrouver aussi à la fois simplicité et à la fois puissance. Ouais, simplicité et puissance, c'est finalement deux termes qui semblent ne pas aller ensemble, mais qui sont hyper importants, extrêmement complémentaires finalement. Ouais. Comment tu vois le monde de demain? Est-ce que tu crois à cette idée de nouvelle terre dont beaucoup de personnes parlent? Quel est ton regard là-dessus? Moi, je crois que tous ces mondes, on parlait tout à l'heure des lignes temporelles, des champs de potentiel. Pour moi, la nouvelle Terre, elle a toujours existé, elle existera toujours et elle continue de coexister en fait. Et à plein de moments, tout un chacun se connecte à cet espace. Quand on est dans un moment de contemplation, quand on est émerveillé par la vie, quand on voit un paysage, quand tout d'un coup, parce qu'on est bien, parce qu'on a vécu un moment d'amour, parce qu'on a vécu une méditation qui nous a unifiés, on a l'impression que tout est fluide, qu'il y a des synchronicités, on est attentif à la lumière qui passe au travers les feuilles, mais même quand on est en ville, tout a l'air harmonique et tout d'un coup on goûte à l'harmonie qui est partout. Et ça, c'est l'énergie de ce nouveau monde. Euh, mais il prend pas une forme particulière. Je crois que de la même Ouais. manière que les fréquences et les archétypes, l'idée d'avoir une vision qui devrait être la manière dont le nouveau monde devrait se vivre est un leurre.
Et donc, dès qu'on affronte ces visions en se disant, mais non, le nouveau monde doit être comme ça, ou le nouveau monde doit être comme ça, on est encore dans une guerre de clochers qui est vaine et qui est superficielle. Parce qu'au-delà de cela, il y a simplement des états de conscience. Et donc, je crois que le nouveau monde n'est pas une façon extérieure dont on déciderait de le vivre, même si on peut faire des choix sur le plan incarné, mais c'est avant tout le niveau de conscience auquel on se connecte pour découvrir ou révéler la perfection qui avait toujours été là, mais qu'on ne voyait pas l'instant d'avant parce qu'on voyait plus ce qui pourrait ne pas aller selon le référentiel de notre mental. Et avec tout notre ego, avec tous nos conditionnements, nos filtres, nos blessures, nos douleurs, nos croyances, nos peurs, eh bien, c'est toutes ces données parasites qui faisaient que on s'éloignait encore un peu plus de cette complétude et de cette perfection et qu'on allait faire des jeux de Lego, des petites guéguerres. Dès lors qu'on s'ouvre à un autre niveau, on n'a pas besoin d'alarmisme et d'écologie pour être en amour avec la nature et la respecter parce que simplement, comme n'importe quel être vivant, quand tout d'un coup on vibre à l'unisson avec, on n'a pas envie de lui faire du mal et on a juste envie de partager juste de la beauté et de l'espace sans avoir besoin d'avoir peur pour elle. Et c'est pareil pour tout le vivant. Et je crois que le nouveau monde, c'est quand on décide d'y mettre du sens, c'est quand on décide de se donner aussi beaucoup. Je trouve que dans la spiritualité, il y a beaucoup de personnes qui essaient d'utiliser l'énergie, de manifester, d'avoir la vie rêvée. Ils attendent que la vie les exauce, mais ne se posent pas la question d'être eux-mêmes au rendez-vous avec la vie. Et je crois que si on a décidé d'avoir une existence, c'est aussi pour rendre service et rendre honneur à la vie, en se demandant, bah, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Et je crois que moi, j'ai vécu toujours un peu à la campagne, plein de gens très simples autour de moi, et je les ai trouvés souvent éminemment plus spirituels que plein de gens que j'ai croisés dans le spirituel, des gens qui se posent pas beaucoup de questions, des gens qui ont parfois pas eu beaucoup d'éducation ou de culture, et qui pourtant ont le cœur sur la main, une véritable bonté qui ne se réclame pas, une bienveillance qui n'est pas galvaudée, et qui, pareil, n'est pas autoproclamée, et qui pourtant prend à une sagesse dans l'observance, dans l'observation de la nature, des cycles, des rythmes, la capacité, la solidarité avec les personnes qui les entourent, et, euh, et voilà, qui ne cherchent pas une posture ou des lauriers. Et je crois qu'on s'est aussi beaucoup éloigné de tout ça, et quand je parlais de simplicité, c'est aussi ça, mais c'est accepter de contribuer, accepter de participer. Euh, Aujourd'hui, j'entends beaucoup les pervers narcissiques, les manipulateurs, l'hypersensibilité, et toutes ces raisons seraient des façons de se blinder encore un peu plus, comme si c'était une évolution de conscience de plus supporter d'aller dans un supermarché ou de voir des journaux télévisés. Mais finalement, c'est rembrasser le monde dans toutes les formes qu'il a, pouvoir être en paix avec tout, on peut avoir des préférences, mais finalement pouvoir vibrer à l'unisson avec tout ce qui est, et puis revoir la beauté aussi là où elle se cache, y compris là où elle pourrait être plus difficilement perçue de prime abord. Et donc, cette qualité de conscience, qui est celle du nouveau monde, à mon sens, c'est de pouvoir discerner les faux semblants, pas pour trouver le mal là où on ne l'aurait pas vu, mais plutôt pour trouver la beauté là où on ne l'avait pas encore vu, parce que je crois que le monde n'est pas malade, mais la seule chose qui est malade, c'est notre regard. Mm. Ouais, ça fait vraiment réfléchir parce que effectivement, on est dans une telle dualité en ce moment de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas, de l'ancien monde, le nouveau monde, de ce qui arrive, de ce qu'on ne veut plus, etc. Je pense qu'il y a aussi une réalisation de, à la fois, oui, réaliser qu'on est exactement là où on doit être, au bon moment, au bon endroit, qu'on vit cette expérience, cette existence, et que à partir de ça, ça nous indique des choses. Ça nous indique peut-être on a un attrait maintenant pour une relation meilleure à la nature, on a un attrait pour autre chose. Et finalement, comme tu dis, tout est déjà là, puisque si on part d'une conception aussi très élargie des choses, toutes les dimensions existent en même temps, toutes les temporalités existent en même temps, on peut déjà se connecter à tout, et ça c'est notre grande capacité en tant qu'être sensible, de pouvoir se connecter, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dissociation ou pas d'ailleurs, on peut vraiment avoir tous cette ouverture sur différents mondes, différentes possibilités, que tout existe en même temps. Et ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que c'est vrai, ça n'est pas vrai en même temps. C'est ça le paradoxe, c'est que ça peut sembler très bizarre, mais tout est là, tout est son contraire. Du coup, le tout est créé. Et effectivement, je suis assez d'accord avec toi de sortir vraiment de cette dualité, de ce regard de jugement, de ce qu'on pourrait porter
sur les choses. Tu vois, je suis tombée encore sur un message récemment qui disait commençons à imaginer le paradis sur Terre plutôt que imaginer en permanence l'apocalypse. Et il y a vraiment aujourd'hui plus que jamais ces espèces de deux grandes forces qui ont l'air de s'affronter entre le bien et le mal et qui sont très intéressantes à observer pour pouvoir aussi nous repositionner, savoir qui l'on est, de mon, tu vois, de mon, en tout cas de ma façon d'intégrer tout ça. Je sais que la vérité se trouve au-delà, dans le sens, c'est l'intégration, c'est l'amour, c'est l'observation qui nous permet de ne pas juger. Et tout ce qu'on vit, bah, c'est des expériences mouvantes, de l'illusion, souvent. Et puis, on est capable de surfer sur cette vague, d'aller un petit peu au-dessus de l'illusion et de se rendre compte que là, en prenant un petit peu de hauteur, bien sûr au niveau visuel, c'est pas vraiment ça, mais de manière métaphorique, on prend un petit peu de la hauteur et on se dit, ok, finalement, je me rends compte que le tout a du sens et me permet de vivre exactement l'expérience que je dois vivre. Donc c'est assez beau ce que tu partageais. Euh, justement Je que ouais, je oui, pardon, j'ai peux juste rebondir. Ça me fait penser à quelque chose que je développe parfois en enseignement, mais on pourrait se poser la question de savoir quand on veut sauver le monde, quand on veut sauver la planète, quand on veut sauver la nature, les animaux. Je dis pas que c'est une cause vaine, mais et je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais souvent j'ai croisé des personnes qui avaient tellement une blessure à l'humain qui prenaient refuge auprès des animaux et ils embrassent la cause des animaux ou de la nature ou de ceci ou de cela. Et finalement, ils pensent soutenir une cause alors qu'en réalité ils se soutiennent eux-mêmes au travers d'une cause. C'est-à-dire qu'ils prennent la cause en otage et même si dans les faits ils servent la cause et ils militent, ils sont bénévoles, etc., qui font des choses qui en apparence sont magnifiques sur le plan vibratoire parce que en réalité ils n'ont pas mis à jour le fait qu'ils sont en train d'essayer de se venger eux-mêmes ou de se guérir eux-mêmes ou de protéger des choses ou de reproduire un schéma. En réalité, ils prennent en otage la nature parce qu'ils ont besoin de ce combat. Ils sont pas prêts à lâcher le combat. Et donc, du coup, même si c'est pour, dans leur esprit conscient, essayer de le résoudre, ils ont besoin encore que ça existe. Et donc, je crois que la plus belle des choses qu'on puisse offrir au monde, pour pouvoir le vivre tel qu'il est, eh bien, c'est d'arrêter de l'instrumentaliser et d'avoir une idée pour lui-même, mais de le laisser être. Et donc, parfois, la chose la plus utile et la plus nécessaire, c'est pas de faire quelque chose, mais c'est d'arriver à s'abstenir, c'est-à-dire mmh, d'être le moins impactant possible à tous les niveaux. On le dit parfois au niveau écologique, mais ça marche pour moi pareil au niveau vibratoire et énergétique. C'est impacter le moins possible en étant aussi le plus creux possible, en ayant le moins de projections. mmh. Ouais, ça vaut pour notre énergie, ça vaut pour ce qu'on renvoie au monde, aux autres, etc. Et ça vaut finalement pour tout ce qu'on met en place dans nos vies et qui peut venir, en tout cas d'apparence, toucher la matière, que ce soit l'écologie, quelle est mon empreinte, etc. Bon, c'est des choses dont on pourrait parler qui sont un tout autre débat, mais effectivement, d'être, tu vois, ça revient à cette idée de neutralité, en tout cas et cette neutralité, elle nous permet finalement de vivre intensément tout ce qu'on doit vivre de manière libre, en étant, voilà, on se laisse porter, on se laisse porter, on se laisse traverser par cette vie, encore une fois, sans être complètement dénué de souveraineté, parce que ça demande de toujours rester dans cette neutralité consciente et qui nous mène au-delà du jugement, mais du coup d'être vraiment, c'est ce que tu disais, fort et puissant en étant dans cette simplicité. Et j'aime beaucoup l'exemple que tu as pris sur voilà, tes rencontres à la campagne et des personnes que tu as pu côtoyer. Finalement, on retrouve aussi beaucoup de spiritualité, très souvent dans des modes de vie qui ont été finalement auprès de la terre, auprès d'animaux, auprès du vivant, quelque chose qui nous permet finalement de comprendre que nous sommes un écosystème et finalement parfois très peu de cette présence, cette qualité-là dans peut-être au sein de personnes ou de voilà dans une sphère qui s'est déconnectée de cette nature, où on est aussi tous beaucoup derrière nos écrans, à créer quelque chose derrière nos écrans, et puis finalement de retrouver aussi ce lien très proche à la nature. En tout cas, ça c'est ma conviction personnelle. Je suis persuadée qu'en étant au plus proche de la nature et en retrouvant la nature, qui a été vraiment, on en a été très déconnecté aussi depuis ces dernières décennies, je suis certaine qu'on va retrouver beaucoup plus de sens.
Oui, je suis convaincu et je suis d'accord avec toi et je pense que surtout au contact de la nature, on retrouve notre propre nature Mm. et elle reprend ses droits aussi. En fait, il y a plus de, on devient perméable à ça et on se resynchronise et ce qu'on est vraiment rejaillit en fait. Tous les masques, tous les filtres, toutes les constructions s'étiolent et ne tiennent plus parce qu'on redevient nous-mêmes et on redevient la nature. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. Tu lances un nouveau programme qui s'appelle Morpheus, c'est ça? Ouais, Tu veux, c'est ça. tu veux nous en dire un petit peu quelques mots? Ouais, avec plaisir. Donc, c'est un programme qui est sur 9 mois, comme une gestation, Mm. où il y a 3 mois intensifs. Et puis, donc pendant 3 mois, c'est renaître véritablement à soi-même. Donc, c'est déconstruire justement tous les conditionnements. Le deuxième pilier, le deuxième tome, c'est vraiment l'éveil des potentiels et la souveraineté dont tu parlais si bien. Donc asseoir cette souveraineté et pouvoir du coup agir en son âme et conscience puissamment sans plus donner le pouvoir à l'extérieur mais en reprenant vraiment son pouvoir. Et le troisième tome, c'est vraiment l'alchimisation, se remettre au centre de son propre processus, rayonner de manière pérenne comme un soleil et voilà, et avoir aussi du mindset et de la méthodologie pour pouvoir justement impacter le monde en étant simplement soi-même. Et du coup, c'est un programme qui s'adresse aux multipotentiels et aux personnes qui se sentent prêtes, autonomes et prêtes à impacter, même si elles ne savent pas comment, et qui décident de mêler et de mettre l'équilibre entre ce que je me donne à moi-même et la contribution que j'ai au monde. Et parfois, la contribution que j'ai au monde est ce qui me réalise encore plus que tout ce que j'aurais pu faire pour moi-même. Et donc, Ouais. du coup, il y a cette partie-là intensive en 3 mois, et puis ensuite, il y a 6 mois d'intégration et d'implémentation. Donc, moi, j'interviens, il y a énormément de cours, il y a des transmissions vibratoires, des soins quantiques, et puis il y a également 2 coachs qui m'accompagnent, un sur la régulation émotionnelle, l'autre sur les mises en pratique des exercices, etc. Et donc voilà, une merveilleuse aventure sur 9 mois. Ça va être la quatrième fois, la quatrième promo là, de ce programme et Super. je me réjouis. Et voilà. Tout est en ligne ou il y a des moments en présentiel? Et alors, on a une rencontre en présentiel et le reste, c'est effectivement en ligne. D'accord. Euh, Il y a du Ok. e-learning, il y a du en ligne et il y a du présentiel. Les trois, c'est mixte. Génial. Super. Merci infiniment, Gilles. Est-ce que tu as quelque chose de plus à partager avant qu'on se quitte? Ouais, je voudrais dire aux gens de peut-être d'arrêter d'étudier la spiritualité, et de se souvenir que tout est en eux et que la véritable ouverture du cœur, le véritable amour dont on parle souvent, c'est se retourner un peu autour de ce qui nous entoure et puis de faire preuve à la fois de compréhension, de véritable bienveillance, mais aussi d'arrêter d'avoir peur pour les autres, pour le monde ou pour soi-même et de prendre le risque de vivre. Hmm. Parfait. J'ai rien de plus beau à dire. Merci infiniment pour ta présence, Gilles, et puis d'avoir accepté de venir échanger quelques mots, de parler de ton parcours, de parler de tous ces sujets qui nous réunissent. C'était un vrai bonheur, merci de ton invitation. Merci beaucoup. Merci à tous. Enfin, bonne soirée.